Charlotte Dipanda est sur la chaise de Yayato et elle est à cœur ouvert. Immersion dans le monde de la web-série, enquête exclusive. L'histoire, l'œuvre de Coty François grâce au pinceau d'Harold. Ce téléspectateur est ferrailleur, il est fan de Jackie Kinney, il parle dans le Yamo. Mais tout de suite, nous vous emmenons dans les coulisses du défilé de mode du styliste Donald Shinju. Backstage signé Alain Nagui-Sono, Lise Osege, Christian Boisdier et Alain Bell Singon. Elle est repassée. Un décor de corps, travaillant une discipline d'ensemble, une gestuelle mesurée, bienvenue dans l'univers haut en couleur du stress, du glamour et des paillettes. Des préparatifs au dernier passage sur le podium, retour dans les coulisses de préparation et de présentation du défilé de mode prêt-à-porter du designer Donald Shinju. Non, pas la dentelle, le voile. C'est dans son atelier, situé au quartier Mendon à Yaoundé, que nous retrouvons Donald Shinju, lauréat du prix IFC en création. Son rituel à son arrivée. Quand j'arrive chez moi le matin, j'essaie d'abord de faire ma petite prière et par la suite, je vais rapidement aller me chercher un petit café. Depuis que le designer de 26 ans s'est installé ici, ses journées sont exclusivement consacrées à promouvoir ses créations, mais surtout à préparer une collection qu'il doit présenter au cours d'un défilé de restitution. J'essaie déjà là de... voilà, si on m'a laissé les messages, j'essaie de répondre pendant que je suis en train de prendre mon café, j'essaie de planifier les rendez-vous. Là, par exemple, c'est la fiche de l'événement que nous sommes en train de préparer. Jeune et déterminé, Donald Shinju s'est passionné de la mode en suivant son géniteur. Mon papa est styliste. Au fur et à mesure que je lui voyais exercer le métier, du coup j'ai pris du goût. Je suis allé à Fumban, à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, où bien 5 ans après, j'ai obtenu mon master en stylisme-modélisme. Un savoir acquis qui permet déjà de décrocher des récompenses. Le styliste nous révèle les contours du projet qui amène l'ambassade de France au Cameroun à l'eau préfinancée. L'IFC est le parrain de l'événement. L'événement, c'est Talent des créateurs. C'est donc pendant ce jury que j'ai eu le prix de l'artiste IFC en création pour le compte l'année 2022. L'ambassade de France avait mis à notre disposition 6 000 € sur une période de 6 mois. Ces 6 000 € devaient nous permettre de nous installer et de présenter une restitution. Ce samedi-là, un volume de travail important l'attend. Généralement, pour commencer la création, on commence toujours par la planche d'inspiration. Pour la restitution, nous avons pensé de revisiter les styles des années 1980-1990 au Cameroun. Cette première étape s'ouvre au dessin. À la base, le stylisme, c'est le dessin. L'étape suivante, c'est le choix et l'adoption des modèles de la collection. Voilà, donc une fois qu'on a terminé nos différents croquis, on va essayer de les étaler sur la table pour enfin faire le choix des différents modèles qui vont entrer dans la collection. Et le tissu dans tout ça? Là maintenant, nous allons passer au choix des différents textiles qui vont nous servir pour notre collection. Du tissé qui se fait du côté de Fumban, du lin au daim. Là, nous allons aller sur 2 tonalités, du rouge et du noir. Cette phase de création s'est déroulée sur 6 mois. Quartier Mendon à Yaoundé. Nous sommes le samedi 18 juin, il est 10 h. Pour ce matin, je suis en train de tracer le gabarit de base chemise. Armé de ses outils nécessaires, Donald Shinju taille ses modèles sur des patrons pour ensuite les ajuster sur les tissus. C'est ça qui nous permet de donner des courbes à notre vêtement. Là,
Là, je vais vous amener nos ateliers pour que vous puissiez avoir à peu près la tendance. Bonjour tout le monde. Le montage de Bobo, ça peut vous prendre combien de temps? Ça peut passer 1 heure, 1h30. Sur ce, nous le laissons, lui et ses collaborateurs en plein travail, les uns dans l'atelier et lui dans la pièce principale. Rendez-vous à la prochaine étape. Je vous donne rendez-vous le lundi 20 juin pour les essayages. Il est 10h15. Par petits groupes, les mannequins retenus pour l'événement arrivent à l'atelier. À l'arrivée du directeur artistique, les choses sérieuses commencent. D'abord, un briefing. J'ai horreur du retard. Si quelqu'un est pudique, vraiment, ce n'est pas le bon métier que vous avez choisi. Ensuite, c'est les essayages proprement dit, avec les femmes d'abord. Harmonie, Belma, Madi et Blanche. Celle-ci, je pense, voilà. Puis, les hommes. Une fois les mannequins habillés, commence alors la revue des détails techniques. Notre designer, le directeur artistique et son assistante Christelle composent des carrés variés. Chaque carré bigarré a un esprit osé, une variété d'habillement qui va du décolleté aux soirées, aux galas et autres tapis rouges. Je fais appel à un professionnel avec qui on collabore depuis un bon moment. Les premiers, ce sont les tapis qui finissent, qui se placent. Les seconds, ce sont les tisseries. Le directeur artistique est celui-là qui travaille en collaboration avec le designer pour le visuel, les silhouettes, les formes, la colorimétrie aussi. Mais plus loin encore, on va sur le défilé. Pour un défilé de mode comme celui qu'ils sont en train de préparer, le choix des mannequins, vous vous en doutez bien, ne se fait pas au hasard. Le créateur fait une police de profil de mannequin. Et puis je boucle les mannequins. Je sens dans le discours même que la personne a de le rendre. 14h03, fin de la séance des essayages. La journée n'est pourtant pas terminée. Changement de lieu, car tout le groupe doit se plier à une grosse séance de répétition. Par vague, ils quittent le quartier Mendon, direction le centre-ville. C'est ici, dans ce point choisi du parc Kyriakides, qu'ont lieu les répétitions pour travailler la gestuelle du défilé. Vous faites la même chose, ça commence de derrière cette fois-ci. Dès que vous traversez, vous changez. Reprenez-moi ça. Je vous donne rendez-vous le 23 à l'IFC pour le show de Donald Shenju. Ne manquez pas. Quartier mini-ferme à Méline, nous voici dans le cocon de Belma, l'une des 13 mannequins choisis pour le défilé. Déjà quasi prête à partir, la jeune dame évoque sa passion. Je prenais ça comme de l'amusement, je me suis vraiment lancée en 2020. Celle qui se distingue par un look particulier a abandonné très vite ses études pour se lancer dans le business. Le mannequinat ne peut pas tout me donner. En effet, Belma offre parallèlement son savoir-faire de décoratrice des événements et gérer des marques de vêtements. Belma a fait des prestations dans les clips vidéo. 8h40. J'appelle mon devant, mon parfum, ma poudre, le nécessaire. Puis, c'est le départ pour le lieu de l'événement.
9h03, elle est rejointe par une autre mannequin, Antoinette Blanche. Ensemble, elles entrent s'installer pour attendre le reste de l'équipe. En dehors d'être mannequin, je suis étudiante, technicienne supérieure en maintenance des équipements biomédicaux. Également, je suis maquilleuse. Alors nous vous donnons rendez-vous Tout à l'heure à 17h. au défilé de Donald. Bye bye. Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. Il est 16h50. L'ouverture du défilé, c'est dans moins de 10 minutes. Nous nous dirigeons vers la salle où se déroule dans quelques minutes le défilé. Les invités arrivés tôt s'impatientent. Dans les loges, c'est l'effervescence. Une montée d'adrénaline est perceptible chez notre designer. Bon, vous savez, à chaque fois, lorsqu'on organise l'événement... 17h06, avec quelques minutes de retard. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir à l'Institut français pour cette sortie de résidence. Une sortie de résidence qui compte beaucoup pour nous. Celle de Donald Shinju. Je pense qu'il n'est pas avec nous, il est en coulisses avec ses mannequins pour se préparer pour le défilé. Le prélude est lancé sous fond de concentration dans les loges. Les filles, restez un peu avec nous. Vous allez tellement bavarder votre temps, vous n'allez même pas vous rendre compte. C'est un peu de rester concentré aussi. Sur le podium, les lumières. Nous étions dans la partie ouest du Cameroun. Nous allons continuer avec un deuxième passage. Un passage qui va nous amener vers quelque chose de plus sophistiqué. Les pas, les déhanchés, le défilé prend vie l'espace de quelques minutes. Quand je suis sur le podium, je me sens courageuse. Je donne le meilleur de moi. La vingtaine de mannequins présents a dévoilé les 25 tenues prêtes à porter, conçues en 2 semaines seulement par le designer Donald Shinju. 17h40, le final dévoile son ultime charme. Mesdames et messieurs, Donald Shinju. Le final, puis une vague d'émotions portée par un mot me cerne. Le nom de sa collection, qui veut dire en pays bamileke, merci. Monsieur Shinju Maurice, je crois qu'il est dans la salle. Papa Moussena. Quand on parle à un enfant et il entend, on n'a que la joie au cœur. Mon papa, pour moi, c'est un symbole parce que si aujourd'hui j'ai réussi à faire ce que je suis en train de faire, c'est vraiment parce qu'il a pris de son temps pour bâtir l'homme que vous voyez aujourd'hui. Donald va bientôt présenter une nouvelle collection à Paris, au Théâtre de la Ville. Donald Shinju, le lauréat du prix IFC en création, a sorti son épingle du jeu, porté par sa famille. Adoubé par ses partenaires. Donald Shinju, retenez bien ce nom. Présenter un show à l'Institut français, pour moi, je crois que c'est un rêve qui est en train de se réaliser. C'est pour ça que vous me voyez couler un peu de larmes. Sur les pas d'Imana ici, Donald Shinju, un nouveau visage de la mode camerounaise.
sa voix est un délice. Ses mélodies envoûtent et sa douceur fait fondre. Quelle joie, quel honneur, quel plaisir de la voir sur cette chaise. Charlotte Dupanda est notre invitée. Yayato Charlotte. Tu vas bien? Très bien et toi? Ça va, ça fait plaisir de te voir. On peut s'asseoir? Oui, bien sûr. Charlotte Dupanda, c'est ceci. Charlotte Dupanda, c'est aussi ceci. Charlotte Dupanda, c'est encore ceci. Charlotte Dupanda, vous venez au monde le 18 juillet 1985 à Yaoundé. Votre mère, elle ira aux États-Unis. Et vous irez vivre avec votre grand-mère un Bouddha. Ma mère, quand elle partait, elle allait nous déposer un Bouddha chez son frère aîné, qui était inspecteur de police là-bas. Et puis donc on naviguait entre chez ma grand-mère à Douala et chez mon oncle en Bouddha. Quel souvenir particulier vous gardez de votre grand-mère? Travailleuse, parce qu'elle était commerçante. Elle vendait les oignons au marché central de Douala. Et moi, j'ai appris comme ça avec elle. En fait, chacun de nous avait son tour pour aller vendre les oignons quand on arrivait. En général, j'arrivais pour faire le marché pour la maison. Et le temps qu'elle aille faire les courses, puisque je n'avais pas encore vraiment la maturité pour le faire, c'est moi qui gérais le... J'étais une très mauvaise gestionnaire. J'avoue, parce que quand un client arrivait, il demandait des tomates, je voulais tellement à tout prix vendre des tomates que des fois, les oignons, je les bradais en fait. Elle est passée l'époque de la cour de récré. Dans votre chanson Nandé, vous faites allusion à votre papa? C'est paradoxal, cette chanson. À l'époque, celui qu'on considérait comme notre père, c'était le mari de ma mère. Et en fait, c'était un message que je lui envoyais parce que il est rentré dans nos vies quand on était encore des adolescents. Mais on ne voyait pas vraiment en lui un papa, quoi, en fait. Il est passé à côté de nous et c'était un peu un message dissimulé que je lui ai envoyé en lui disant « écoute, j'espère que ce n'est pas quand tu seras vraiment à la porte de la mort que tu te souviendras qu'il aurait fallu quand même penser à développer une relation avec nous en tant que père. » Alors vous avez des frères et des sœurs? J'ai un grand frère et 2 petites sœurs. Est-ce que Charlotte Dupanda est un cœur à prendre? Non. Alors donc en 2016, vous déclarez, je vous cite, « Être marié n'est pas une fin en soi. Tous les mariés que je connais sont malheureux en couple. » Est-ce que c'est encore votre état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que vous y pensez encore? C'est pas un état d'esprit parce que, à le dire, c'est un peu comme si j'avais inventé. Je crois que chacun de nous autour de lui voit quand même que la société aujourd'hui, elle a explosé et que le mariage n'a plus forcément le même impact, la même force dans la vie des uns et des autres. Et quand je le dis, c'est vraiment pas parce que j'ai un problème avec le mariage, parce que j'ai lu souvent certains commentaires par rapport à ça. Les gens le prennent personnellement, sans doute parce qu'ils ne veulent pas creuser un peu le sujet. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet de société, où on se rend bien compte qu'il y a beaucoup plus de divorces aujourd'hui qu'avant. Mais la problématique, elle est la même, c'est que les raisons pour lesquelles, c'est ce que je veux dire à travers cette pensée, on devrait redéfinir les raisons pour lesquelles on se marie, et peut-être qu'on aurait moins de divorces en fait. Un grand artiste de ce pays qui avait fait le commissionnaire pour un ponte du système, quelqu'un de très puissant dans la République, qui était resté dans son véhicule et l'artiste est descendu pour aller chercher Charlotte dans sa chambre, dans un hôtel. Et Charlotte lui a juste demandé, tu n'as pas honte, à ton vieil âge, on t'envoie encore comme un enfant. Il y a cette anecdote et puis il y a un ami aussi assez riche qui négociait un rendez-vous galant avec elle. Elle m'a posé 2-3 questions. Oui, j'ai dit qu'il était marié, qu'il avait 4 enfants. Elle dit, mais pourquoi il me parle? Il dit, non, il voulait juste manger avec toi. Je dis, non, qu'il organise un dîner avec moi, ses enfants, son épouse, ou bien qu'il amène son épouse à Libé. On ne vend pas les gens comme ça.
c'est bien aussi d'éduquer les uns et les autres pour les rappeler à leur responsabilité en tant qu'homme marié, de dire arrêtez de vadrouiller, arrêtez d'inviter. Oui, invitez-moi chez vous avec votre femme et vos enfants et je viendrai volontiers. Alors Charlotte, vous êtes maman, vous avez un fils? Oui, Jadi. Jadi. Lors de son 15e anniversaire, je pense que c'est le 18 octobre 2020, vous avez déclaré Jadi, ma meilleure histoire d'amour. Vous parlez de lui ou de son père? Les deux, un peu les deux, parce que je crois que c'est impossible d'aimer son enfant et ne pas aimer la personne avec qui on a eu cet enfant-là. Moi, j'ai eu la chance d'être vraiment en phase avec le papa de Jadi. Et sincèrement, c'est ma plus belle histoire justement parce que Jadi est venu, je l'attendais, je l'espérais, vraiment il y avait un vrai projet autour de lui et je pense qu'être parent, c'est une expérience indescriptible. C'est pour ça que je dis que c'est ma plus belle histoire d'amour. Est-ce que vous avez envie d'écrire une autre histoire d'amour comme celle-là? J'en sais rien, maintenant qu'il est si grand, mon Dieu, je sais pas. Moi quand j'étais adolescente, je pensais que j'aurais beaucoup plus d'enfants. J'avais ce rêve de jeune adolescente de me dire « Ah, j'en aurais 10, 15. » Aujourd'hui, quand j'y pense, ça me fait rire. Quand je vois la relation que j'ai avec mon fils aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça arrive, je le prendrai vraiment avec joie et gaieté. Charlotte, est-ce que vous regardez les web-séries? Pas beaucoup, non. Donc ça ne sert à rien de vous demander s'il y a une qui vous attire spécialement? Non, sincèrement, j'avoue que je ne regarde pas grand-chose. Les web-séries ont pignon sur rue au Cameroun depuis un moment. Qu'est-ce qui explique cet engouement? Qui en sont les précurseurs? Et est-ce que la web-série va tenir? Une enquête exclusive signée Alain Nagui et Sono, Christian Boadier, Yves Kwam, Jacques Ekwa et Alain Belsingadou. Ils se sont accaparés des réseaux sociaux. Révélée dans notre pays en 2017, l'odyssée de la web-série à la camerounaise s'écrit désormais en boucle. En août 2021, que je lance ma toute première web-série. Voici alors la voix de l'art. Voilà, je vais d'abord commencer par remercier toute la famille des web-séries. C'est un monde que nous avons découvert récemment grâce aux pionniers dans la chose, les partenaires, Business Production, Moustiquaire. Le mouvement est lancé. Le succès qui est au rendez-vous génère des revenus. Aujourd'hui, on ne dort plus affamé. Quelles sont les stars qui portent haut le flambeau de la web-série au Cameroun? Quelles sont les forces et les faiblesses de ce mouvement? Tant que j'ai l'argent, personne ne dort. Au bois. Portrait de cette jeune fille, la web-série, en pleine croissance. Ton fils était déjà parti dans les ventes avant de naître. Il était déjà parti. Juillet 2017, les internautes camerounais découvrent Mandefo et Poupi, deux personnages incarnés par Muriel Blanche et Marcel Kouetché. L'audio qui se fait appeler l'épargne a une recette simple, faire le Congossa sur la vie et les déboires qu'elles vivent au quotidien. Tu veux me dire que tu viens au Cameroun en décembre? Dans quel Succès total, normal. Le public s'est identifié à ces histoires et plus personne ne voulait manquer sa ration de 5 minutes de folie d'épargne. Quand je veux sortir, je mets même 5 sur moi, ça sent jusqu'au lendemain. Muriel Blanche et Poupi, parce qu'avant, personne ne faisait les web-séries. Première web-série que je vois et qui vraiment parle d'elle, de par son originalité et tout, c'était la web-série des partenaires. Qui parle du quotidien. Quand tu es venu au Cameroun, dans le pavillon des précurseurs, il n'est pas superflu de faire remarquer aussi l'influence de Ruby. C'est elle qui pousse le premier cri, qui alerte l'arrivée de la web-série via sa page Facebook. Ça va finir quand moi je vais décider que c'est fini entre nous. On est alors en juillet 2015. Tant que moi j'ai encore les sentiments pour toi, toi et moi nous sortons ensemble. Dans son adolescence, la web-série va voir s'engouffrer dans la brèche d'autres talents comme Moustique le charismatique. J'avais pas de matériel pour faire des vidéos. Du coup, je commençais à faire des petits délires avec mon téléphone que je postais sur mon Facebook. Et puis j'ai découvert YouTube. Ma soeur, tu pars encore à l'auberge où tu partais souvent là? Non. Les Bao.
Je dis à mon petit frère, maintenant ici on ce domaine-là. Sortons nos vidéos comme on les a toujours sorties depuis 2007. Mais raccourcissons-les, ça dit sortons en 3, 4, 5 minutes au lieu de sortir les 30 minutes comme on faisait. Et maintenant balançons-les sur le net. Kylian Mbappé a mangé ce pain. On va manger le pain. Puis quelqu'un qui a fait ses classes dans le collectif Les Bao. Les aventures des riches Takam qui vont être un élément, un arsenal important de la construction phénoménale de la consommation de la web série. La jeune fille, désormais épanouie, va révéler plusieurs talents, les beaux gosses. C'est le plus bête que j'ai décidé de mettre dans la famille. C'est moi qui vais porter ton cercueil à un baume. Les minutes de Mamiton. J'ai failli demander comment vont mes petits-fils. Tic Ndengue. Il a gros, lui, il peut avoir 2 places, mais il bâche encore. Aïcha Kamoise. Et dès a dit ton histoire de Snapchat, on va arracher ton téléphone. Larissa Manfo. Ma belle-sœur Ngonda me traite bien. Fingon Tralala. Lucas, il va me tuer. Et Gloria, la web-série la plus critiquée, mais qui détient la palme de la première web-série camerounaise, avec un épisode qui a franchi le cap du million de vues sur YouTube. Ma grande se trouve qu'un escroc qui vient me manquer les bénis chaque jour sans payer. Mais il y a aussi les pépites, Frida Choco bronzée. La femme bassa, vicieuse, etc. Le président dit c'est qu'à foutre. Diane Nama. La naissance des phénomènes comme les Diane Nama qui sont vraiment des pépites. Quand tu vas rentrer de tes marches et de ton travail, tu vas venir manger quoi? La population se retrouve parce que elles évoquent des situations du quotidien. Moi, l'argent, là, du crisp, ne m'énerve même pas le matin comme ça, je n'ai même pas amené. Moins de 10 ans après l'apparition de la jeune femme ambitieuse, Mademoiselle Web Série dans nos vies, nous avons voulu évaluer son parcours et scruter son avenir en compagnie de quelques stars du cru. Premier arrêt, Ulrich Takam. C'est dans les environs du carrefour Mek à Yaoundé, dans son domicile, que nous retrouvons d'ailleurs en plein tournage l'humoriste comédien, auteur de ses délires éponymes. L'une, sinon la web-série camerounaise la plus suivie en Afrique. Oui. Tout comme les capsules par la suite vont l'être, tout comme aujourd'hui les douleurs sont en train de devenir. Allô, t'as commis à quoi? Depuis qu'il t'appelle. Aujourd'hui, je vais peut-être l'avouer, le projet sur lequel j'ai mis toute mon énergie, je savais que ça devait être un carton sur le plan continental, c'était école publique. On est allé taper 2 mois à peine qu'à Michel et tout ça. C'est passé, les gens ont aimé, mais pas du tout. Aujourd'hui, on a les douleurs de Takam. Personne n'a appelé ça. Entre deux scènes, le natif de Bansoa, dans la région de l'Ouest Cameroun, nous révèle comment et pourquoi il se lance dans la web-série. Il y a un jeune Camerounais qui cherche juste à s'en sortir et qui essaye d'utiliser tous les canaux possibles pour vendre son art. Papa, s'il te plaît, je peux partir au marché pour nous. Je dirais jamais assez merci à la légende qui a bien voulu. Il savait que j'étais sur scène, j'étais beaucoup plus stand-upper et il s'est dit ok, ce serait pas mauvais que tu viennes qu'ensemble avec les Bao, on essaye de, ça va te permettre de découvrir cet univers qu'est le web. Il dit que tu me charges, Il y a un moment où je me dis, ok, pourquoi on n'essayerait pas ça sur mes plateformes à moi? On a essayé et depuis, je vais envie de dire depuis 2018, on s'est lancé et on ne s'est jamais arrêté. Pourquoi pas t'envoyer ça par la poste? La poste fonctionne aussi. Oui, ça fonctionne. Quand tu échoues l'école normale, on t'envoie tes dossiers par la poste. Le travail a amené la notoriété et le succès. Les entrées ont commencé à être supérieures aux sorties. C'est à ce moment que je me suis dit, ça, on peut faire carrière. Les délires de Takam commencent à avoir du poids et à avoir une certaine portée sur Internet avant que le mercredi 15h30 devienne un rendez-vous sur l'ensemble du territoire national. C'est quoi la poste? Passe le probatoire. Dans cette même émission, il y a 1 an, Ulrich Takam nous dévoilait ce qu'il gagne avec ses productions. 400 000, un minimum mensuel, et puis un maximum, parfois si on est dans les 1 200 000, 1 500 000. Est-ce toujours le cas où les revenus ont doublé, voire triplé? Non, c'est toujours encore là-bas. C'est plus. C'est plus. Non, les charges aussi ont doublé beaucoup. Ulrich Takam est devenu une marque de fabrique au point où des grands noms sont révélés dans ses projets. Il y a eu, entre autres, Diane Nama et les Rigolards. Les projets de Takam sont un tremplin. Quartier Équier, un vendredi après-midi, voici les Rigolards. Babadi, Del Piso,
et haricots beans. Alors moi Minga. Les rigolards vont à la conquête du monde depuis leur base, la ville de Mbalmayo. On se met à produire des courts-métrages pour remettre gratuitement aux gens partout dans la ville de Mbalmayo. Et de là, on organise des festivals dans la ville de Mbalmayo appelé Kino Cabaret où on donnait du café, des popcorn à la population pour venir regarder nos films et les tester si ça pouvait faire rire. Et après le festival nous contacte pour Yaoundé. Pour la première fois, on se déporte et c'est là où le déclic est venu. Nous avons compris qu'on pouvait faire quelque chose. Et Mbalmayo nous avait déjà accepté au point où même les riverains, la population ne voulait plus nous voir. Les gars nous disaient, vous n'avez plus votre place ici, allez vous installer à Yaoundé. Le groupe constitué en 2010 voulait faire du cinéma au départ. En 2016-2017, la SIA TV, la chaîne nationale, achète nos films, 40 courts-métrages en 2017 et prennent l'exclusivité, sauf qu'ils se mettent à diffuser en 2019. Et les gars nous bloquent 2 ans, nous sommes au quartier en train d'attendre, ça passe quand à la télé. Et c'est pendant la Coupe d'Afrique féminine qu'on nous appelle comme ça, on dit on vous montre dans une chaîne sportive. Non, mais on attend dans la chaîne, à la chaîne premium là-bas. Là. Nous, qu'est-ce qu'on fait là? Tu te mets à chercher le canal, c'est TV Sport Entertainment. 7 ans plus tard, par la force des choses, il se faufile sur le web. Nous décidons de nous lancer dans la web série tout simplement parce que dans le milieu cinématographique dans lequel on s'était lancé dès le départ, nous n'avons pas pu avoir des opportunités. Mon Dieu! Vision. En si peu de temps, les rigolards ont gagné les faveurs du public. Un succès fulgurant qui les met sur un petit nuage, des moments d'extase dont ils se rappellent volontiers. Nous avons été nominés aux écrans noirs en 2020. Partout où on arrivait, nous étions interpellés. Ceci nous galvanise, ça nous prouve que ce que nous sommes en train de faire, c'est pas anodin. Autre lieu, autre quartier, pour terminer notre triangulation de Yaoundé. Nous voici en Kouaban, au lieu dit 11e arrêt. C'est là que nous convie Patrick Tchinda, auteur des Calvaires de Tchinda. Lui, étudiant, il a beaucoup travaillé dans l'ombre d'Ulrich Takam. En tant que réalisateur. C'est derrière la caméra qu'il va sentir une nécessité de mettre sur pied et de conduire ses propres calvaires. Tu ne vois pas que ta main s'est criée comme ça. Bon, moi, je sais pourquoi elle t'appelle. Mon frère, c'est ton nom qu'on est en train de crier. Et c'est comme ça que ça commence en 2018. Patrick Tchinda ne vit que de la web-série et emploie une dizaine de personnes. Internet est ma seule source de revenus. En moyenne, on se retrouve dans les 800 000 $ par mois et tout. Dans mon staff, j'ai pratiquement 10 personnes qui sont rémunérées en pourcentage. La web-série accroche et attire. Qui ressemble à nos mœurs, nos coutumes et tout. C'est où les gens commencent à s'intéresser à ce que nos acteurs produisent ici. Ils sont réceptifs, ils aiment. Et de me répondre, quand tu voudras, papa, je peux te forcer. Il y a beaucoup de personnes qui disent j'aime ce que tu fais et tout, et ça te donne la force de continuer. La coupe qui a le corps là, qui est chargé là. Être à un moment donné le Chris Bond de quelqu'un, ça fait plaisir. Moi, l'enfant de ma Monique qui a grandi à Penka-Michel. La web-série aujourd'hui impacte positivement notre vie. C'est elle qui donne la tendance sur la toile camerounaise avec des expressions qui sont devenues usuelles au quotidien. Illustration avec l'expression « fort aux fesses » créée par ce jeune homme. Parfois nous avons des frissons. Au simple fait de s'imaginer que waouh, gars, c'est de nous un truc comme ça, ça a pris cette ampleur, des chansons là-dessus. On créait des t-shirts, ça nous fait honneur. Être fort aux fesses, ça n'est pas donné à n'importe qui. Le leader des rigolards de Mbalmayo nous raconte les circonstances de cette inspiration devenue virale. Comment lui dire, bon, tu m'as barré parce que je n'arrivais pas à te satisfaire peut-être au lit. Le Seigneur me dit fort aux fesses. Après, je me mets à rigoler seul. Il était 20 h. Et je réveille ma copine, je lui dis non, demain tu dois me filmer. Le matin, je réveille mon voisin, je lui dis gars, tu vas me faire une vidéo. Il me dit non, je suis pressé, je dois partir. Je dois aller couper le câble à quelqu'un, il est parti. J'appelle un enseignant, je lui dis, il me dit oh, je dois aller enseigner, je dois donner cours. Je lui dis s'il te plaît.
Et directement, il me filme. Il fait une première vidéo, il cadre mal. Ce n'est que le commencement. Tu vas encore échouer. J'avais un téléphone qui n'avait pas une bonne qualité d'image à l'époque. Il cadre mal. Comme toi, tu n'as rien dans la tête là. Tu as pris un gars qui est fort aux fesses. Et puis, il filme pour la deuxième fois. Il cadre toujours mal. La troisième fois, c'était comme ça. Je lui dis, bon, ça va. Après, je poste. Bon, rien. L'école va à l'école. Je laisse le téléphone et je vais laisser l'enfant à l'école. Quand je reviens, je vais toucher mon téléphone. Je ne reconnaissais plus la vidéo que je venais de poster. Elle avait déjà explosé, c'était partout. Et puis, ce qui revenait, c'était fort aux fesses. Fort aux fesses. C'est pour cela que tu m'appelles. Oui, c'est pour ça que je t'appelle pour te dire que tout se paie ici-bas. Une énorme fierté, un plaisir pour nos créateurs de contenu web. Mais le réel plaisir, lui, il se ressent dans la poche. Combien ça coûte de faire une web série? Le mouvement est-il rentable? Si tu veux faire bien, genre tu as une équipe de réalisation, une équipe de production, une équipe d'acteurs, ça coûte vraiment beaucoup. Ça dépend. Maintenant, après, il y en a pour qui ils veulent juste faire d'une manière basique comme ça. Là aussi, ça coûte moins. Un épisode me coûte relativement entre 150 000 et 250 000. Les gens savent que j'ai l'argent, donc mon père, il fait comment? Il n'arrive même plus à appeler quelqu'un qui vient m'aider. Un épisode, c'est minimum 50 à 100 000 francs. Ok. Attends, moi, tu écris pourquoi? Moi, personnellement, je ne peux pas dire que j'ai vu des web-séries. Parce qu'en dehors de ça, j'ai autre chose que je fais. Je travaille avec ma mère à la boutique, je travaille même ici au restaurant, donc du coup. Mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre des web-séries. Ça rapporte de l'argent, ça rapporte de la notoriété. Si vous voyez aujourd'hui, un producteur peut parler en reste, bon, c'est parce que ça rapporte. 800 000 $ par mois. Aujourd'hui, on ne dort plus affamé. On essaie un peu de manger un riz bien mouillé. Et contrairement ailleurs. Les vidéos donnent l'argent. Moi, actuellement, mes vidéos, l'un de mes vidéos, c'est plus le lifestyle en fait. C'est-à-dire au quotidien. Mes habits, mes chaussures, mon carburant et tout. En 2021, j'ai réalisé près de 7 millions de bénéfices avec les placements de produits, la monétisation, Facebook, YouTube. Moi, producteur, avec près de 7 millions de bénéfices. C'est-à-dire les acteurs, ils ont eu leur part. Moi, ce que j'ai gagné. 1 500 000, hein. 1 500 000. Il y a des mois où ça va plus. Sans vous mentir, ça rapporte assez. Je vais finir le montage de la vidéo, je t'envoie ça tout à l'heure. D'accord. Parlant des chiffres, les créateurs de contenus web sont souvent accusés d'user des techniques pour acheter les vues, voire les likes. Aucun like acheté, aucune vue achetée, donc tout vient naturellement. C'est le travail. Un community manager, c'est quelqu'un qui maîtrise les rouages et toutes les techniques de YouTube. Voilà, parce que YouTube, c'est deux choses. Il faut avoir de l'audience et il faut se faire de l'argent. Visiblement, l'activité nourrit son homme. Cependant, une question nous brûle les lèvres. Si faire une web série est rentable, pourquoi les stars comme Fingon Tralala et Ulrich Takam ont lancé des cagnottes pour que les fans cotisent? On n'a pas faim, pas du tout. Maintenant, on ne va pas se prendre la tête si les gens veulent nous accompagner. Je n'ai pas besoin de 100 000. Je n'ai pas besoin d'1 million seulement. L'argent, ni Facebook, ni YouTube, ni même TikTok, les principales plateformes de diffusion des contenus web ne monétisent pas au Cameroun. Mais apparemment, des solutions existent. Il y a des moyens de contournement. Il faut faire héberger les pages de l'autre côté pour que la monétisation essaie de prendre. C'est surtout des placements de produits, des événements, des manifestations. C'est ce type d'événements que nous essayons un peu de rentabiliser et d'essayer de vivre. J'ai créé une page, ça fait pas encore 1 an, je suis déjà à plus de 400 000 abonnés. Et donc, les web-séries, ça marche. À partir du nombre de vues sur YouTube, sur Facebook et tout ça, qui leur génère un certain nombre de fonds. Quoi? Malgré sa success story, sa légitimité est fortement contestée, voire même dénigrée. Une certaine opinion tire à balles réelles et estime que la web-série n'est pas du cinéma. Parce que techniquement, c'est pas ça. Critique fondée ou pas. C'est un peu ça, ils ont raison. On commence amateur pour devenir professionnel, non? Je fais des vidéos avec iPhone parce que c'est là que j'ai commencé. Avec le temps, je me suis approprié une caméra avec laquelle je fais des contenus un peu plus professionnels. Je ne vais pas dire professionnel parce que d'autres nous qualifient d'amateurs. Nos web-séries ici, il y a beaucoup trop de villageois dedans. Tu vois un peu, il y a beaucoup trop de quartiers dedans. C'est pour ça que les gens disent que c'est pas du cinéma. Mais c'est pas mon père. On se dit que c'est un truc qu'on va poster sur YouTube, sur Facebook, là on va vite faire. Il dit que je fais comment pour que tu me payes plus.
Moi qui avait fait alors. Si c'est que les théoriciens du cinéma ont dit que ça, c'est pas le cinéma, ils nous ont mis. Est-ce que les théoriciens du cinéma nous ont classés au moins? S'ils nous ont classés quelque part, où? Nous, par exemple, nous avons commencé notre aventure dans les conditions du cinéma. You are a woman. Non, je joue au tennis maintenant, le golf là et tout. Tu demandes que ta femme est... Ah, she dies. It dies. Aujourd'hui, tu as ton téléphone, qualité de son qui n'est pas bon, tu tombes, le cadrage qui n'est pas respecté, le jeu d'acteur qui n'est pas bon, la mise en scène qui n'est pas respectée, mais tu as tes vues, c'est ce qui compte. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes capables de vous pondre une vidéo qui fait des millions de vues. Le lendemain, on vous fait une vidéo artistique qui n'a même pas 10 000 vues. Comme j'étais à Dubaï, je vais voir comment elle peut réfléchir. Va voir ta mère, vends tes plumes à Mokolo. Vous ne pouvez pas aller dans un festival avec les vidéos TikTok que je vois partout sur Internet. Retirez-nous, mettez-nous dedans, ça vous regarde. Le débat n'est pas là. On est dans un pays où il faut que les jeunes trouvent un emploi. Les jeunes s'auto-emploient. Le format qu'ils ont choisi est un format de diffusion amateur. Mais lorsqu'on regarde le produit qui est proposé, il y a véritablement quelque chose d'améliorant. Avec la création de la catégorie web-série aux écrans noirs en 2020, le cinéma a commencé à tendre la main à sa cousine. Voyons en cela les prémices d'une légitimation. Pour ne pas mourir comme elle est née, l'avenir de notre belle dame, la web-série, doit être pris au sérieux par toutes les parties prenantes. La web-série au Cameroun, on accepte et on va accepter obligatoirement. Ça va aller de haut en haut. L'État du Cameroun gagnerait mieux à régulariser, à prendre au sérieux ce secteur d'activité. Faire mieux qu'hier, rester dans les cœurs des gens. Mais ce n'est pas notre finalité. Notre finalité, c'est d'industrialiser notre cinéma. Il y aura un essoufflement au bout d'un temps, mais peut-être il peut y avoir des stratégies de renouvellement. Née de façon spontanée sur les réseaux sociaux, la web-série aujourd'hui continue son bonhomme de chemin. Pour sa mort ou sa survie, le dernier mot reviendra au tribunal de l'histoire. D'ici là, bon vent, Madame Web-série. À mon public, je dirais merci. Quitter de la web-série du quartier pour la web-série qui peut se retrouver un jour en Hollywood. C'est pas facile, mais c'est possible. Continuez à vous satisfaire pour que vous continuiez à être là et que vous invitiez d'autres personnes à être là. Partagez nos contenus, encouragez-nous à avancer. On ne baisse pas les bras, on continue d'être inspirés. Les amis de la web-série, vous avez un champ pour susciter une véritable économie numérique. Osez. Restez connectés sur nos pages. Merci. Les rigolades de Balmayo, tu as le stress avant qu'ils ne nous tuent. Chacun son état. Il n'est pas encore moyen depuis le matin. Bye. Partez chez vous. Charlotte Dipanda, les web-séries est faite de mode ou véritable révolution? Je pense que la web-série va faire ses classes. Elle est en train de trouver sa place peu en peu dans nos foyers et l'avenir nous dira, mais je pense qu'elle a encore de belles années devant. À 15 ans, vous revenez sur Douala, vous chantez en cabaret, vous finissez pratiquement parfois à 2 h du matin et à 7 h 30 il fallait être à l'école. J'ai chanté dans un cabaret à Yaoundé et nous à l'époque avec Macars on jouait un peu dans tous les cabarets et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on a sympathisé, on est devenus très proches. J'avais entendu parler d'une chanteuse très jeune et très talentueuse qui était à Douala et dont la voix faisait chavirer tout le monde. Si jeune, mais à la voix déjà si mature, si posée. Vous décidez à un moment de vous consacrer totalement à la musique, c'est un risque. Comment la famille a-t-il pris cela? Bon, très mal. La famille ne prend jamais très bien ce genre de choses. Bon, à l'époque, je leur en voulais un peu parce que, évidemment, ils voulaient me protéger. Ils se disaient, mais c'est un métier dangereux, c'est un métier... J'étais très très jeune déjà quand j'ai déclaré mon amour à la musique et on pensait que j'allais mal tourner parce que le seul endroit où je pouvais chanter à l'époque véritablement c'était quand même dans les cabarets et j'avais pas tout à fait l'âge. Aucun parent ne veut savoir son enfant dans un cabaret à 15 ans pendant que lui dort à la maison. Donc j'étais dans une sorte de dualité comme ça où j'essayais de leur expliquer que je veux juste chanter et eux ils voyaient que tout ce qui est dysfonctionnel dans ce corps de métier
Pour me protéger. Ça va être dur, mais en 2001, vous démarrez véritablement avec Jeannot Hens. Comment se fait la rencontre? Moi, j'arrivais d'Ombouda, donc forcément, j'avais besoin de me faire des amis dans le milieu pour pouvoir savoir où est-ce que ça joue, qui fait la pluie et le beau temps dans les cabarets le soir. Et c'est vraiment comme ça que, de fil en aiguille, j'ai rencontré ces jeunes-là qui, eux, me montraient un peu la voie parce qu'eux, ils étaient des locaux, ils étaient d'ici. Un message à Jeannot Hens? Ben, Jeannot, ce qui me vient en tête, c'est déjà merci. Parce que tu as été le premier à me tenir par la main, à me donner ma chance. Parce qu'à l'époque où tu m'invites dans ton album, personne ne me connaît. Même moi, je ne me connaissais pas encore en tant qu'artiste. J'ai vraiment commencé ce métier par la fin. J'ai vraiment commencé la musique en faisant un projet d'album. J'étais jamais rentrée dans un studio d'enregistrement avant Jeannot Hens. Donc j'ai vraiment envie de dire que je lui dois tout. Comme tout le monde, je la découvre sur le projet de Jeannot Hens. Ouais, chante Faladio, Katio, Newe, Longel. Vous allez vous installer plus précisément à Paris pour là suivre des cours à l'Institut d'art et culture Perception. Vous allez prendre des cours de piano, de solfège et de chant. Je vous propose cet extrait. Un jour, on se retrouve et on est à Paris. On était comme des fous à Paris. On dit, regarde Charlotte, c'est nous comme ça là. Après Douala, Yaoundé et tout ça. Maintenant on se retrouve aussi à Mbeng. Galon, Tiopo, KFC. Nous aussi on va aller. Tu vois, je veux dire, c'est ça, on s'était embrassés parce qu'on avait la fierté d'avoir franchi un palier. Et je me souviendrai toujours des larmes de Charlotte quand elle avait fait son concert au Palais des Congrès, de ses premiers concerts. Où elle avait, à la fin du concert, je suis allé, elle me serrait fort dans les bras, elle me dit que Serge, tu as vu, ils sont venus pour moi. Et je lui ai dit oui, c'est parce que tu le mérites. C'est bon, à Paris, en 2015, on avait rendez-vous. Quelques années avant, elle était passée chez Copo, s'est vantée qu'elle faisait le meilleur beignet haricot de Paris. Alors quand je suis arrivé, j'ai dit, ben, il faut que moi aussi je profite de ce beignet haricot là. Et on avait rendez-vous. Et juste au sortir du métro, je me dis, ah, il faut que j'appelle Charlotte pour que je ne puisse pas rentrer chez moi, que je prenne une autre ligne, qu'elle m'indique où aller. Et elle me dit, ah non, Copo, je suis désolé, j'avais oublié que j'avais des cours de chant. Nous sommes en 2015, elle est déjà toute établie, elle est Charlotte Dipanda. Et elle va encore prendre des cours de chant. Je me suis dit, waouh, il y en a au pays qui doivent apprendre un peu. Donc j'ai trouvé ça vraiment waouh. J'étais un peu déçu de ne pas la voir, tout ça, qu'elle me mette un énième solo. Mais au moins, je me suis dit, Charlotte Dipanda, prendre des cours de chant. Donc vous lui devez encore des beignets haricots en fait. Ouais. Je suis crédible. Alors à Paris, Luka Kanza va beaucoup vous aider. C'est lui qui va vous présenter ou vous recommander à Papa Wemba, aujourd'hui de regretter mémoire. Et après cela va s'enchaîner. Vous allez vraiment être celle-là qu'on va retrouver sur tous les cœurs avec Mano Dibongo, Rissa Diop, Axel Red, Rokia Traoré. Et aussi, vous allez faire la première partie de la portugaise Ana Moura. J'ai commencé ma carrière en France en tant que choriste parce que j'avais envie d'apprendre. Et la meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre avec les grands, avec ceux qui sont déjà établis, qui ont déjà de l'expérience. Moi, la première partie avec Ana Moura, c'était la première fois que j'étais dans une grande salle. C'était à la Cigale. Et quelques années après, d'ailleurs, j'ai fait ma propre Cigale. Quand j'arrive en France, je me dis, oui, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait des concerts dans des grandes salles parisiennes et je veux faire partie de ces chanteuses camerounaises qui arrivent dans un pays et qui se disent rien n'est impossible. Et c'est vraiment ce que j'ai fait pendant 10-15 ans. Je préparais ma carrière en solo et quand je l'ai commencé, j'ai toujours eu à cœur de à chaque fois braver les interdits, de me dire personne ne m'attend là, mais je vais avoir la prétention d'y aller. Et à chaque fois, le public m'a suivi. Maman ne l'a pas vu, non. Vous êtes plus dans les chœurs, mais cette fois en première partie, et c'est la première fois dans une grande salle. Au sorti de là, qu'est-ce que vous dites en bas de l'escalier? Comment on dit au pays, on se sent plus quoi, en fait. On a l'impression que ça y est, on touche du doigt cette carrière-là. On est en première partie d'une artiste portugaise
qui est très célèbre en plus. Ce jour-là, je rencontre Prince, pour vous dire à quel point c'était une grande chanteuse, une star. Et on se dit dans la loge, ben, Prince, il est là, coucou Prince. C'est quand même pas rien, quoi, en fait. Et moi, je me dis, mais c'est ça que je veux faire, c'est vraiment ça. Arriver sur scène, me rendre compte que les gens m'attendent. Ils sont là, ils sont partis de chez eux, ils ont pris une douche, ils sont parfumés parce qu'ils viennent m'écouter. Et voilà, ça me rapprochait de plus en plus de ce rêve-là. Par la suite, vous allez intégrer la chorale Sans Voix. Quoi de mieux que d'intégrer l'une des plus grandes chorales gospel sur la place parisienne. Ouais. Et c'était toujours une quête d'apprentissage parce qu'on est quand même 100. C'est vraiment 100 voix, c'est 100 humains. Qui chantent dans des tessitures différentes, chacun. et appartenir à cette grande famille-là, pour moi, c'était vraiment une magnifique expérience. Tout ça, ça concourait vraiment à muscler un peu cette carrière de soliste à laquelle j'aspirais. Laissez-moi, Charlotte, vous inviter à la découverte de notre chroniqueur. Lui, c'est Harold Ketch. Et il a cette particularité-là de repeindre avec des écrits des acteurs de la culture camerounaise. Et cette fois-ci, il a décidé de rendre hommage à Coty François. Voici le pinceau d'Harold. Coty François fait partie des artistes qui ont marqué l'histoire de la musique camerounaise. Rien a priori ne prédestinait à une immense carrière dans la musique. Né au sein d'une famille pieuse et très pratiquante, il est d'abord enfant de chœur avant d'intégrer la chorale de la paroisse de Souza. À peine âgé de 14 ans, il quitte le collège Herbert alors qu'il est en classe de 5e et embrasse le monde professionnel. Il est recruté comme agent d'entretien à la régie Faircam. Il crée en compagnie de quelques congénères le Paris Jazz de Souza. Se sentant à l'étroit à Souza, il s'installe à Douala en 1970. Il se lance à la quête d'un orchestre pour débuter une carrière professionnelle dans la musique. Au début de l'année 1971, il rencontre un certain Augustin Coty qui l'aide à intégrer le groupe Les Fantastic Boys. C'est grâce à lui que j'ai chanté pour la première fois devant un micro professionnel. Malgré des débuts tonitruants au sein de l'orchestre, où il séduit le public par sa belle voix et ses prestations scéniques, Coty François, qui s'estime financièrement lésé, décide de retourner à Souza. Peu après, Augustin Coty se rapproche de lui et lui propose une révalorisation salariale. Coty accepte l'offre et remonte à Douala. En 1972, le promoteur du Davon Bar, un certain Toto Ekane Félix, qui a été séduit par son talent, lui propose un projet ambitieux. Bâtir un groupe afin d'agrémenter les soirées au sein du bar, distiller la joie et la bonne humeur au sein de la clientèle et attirer encore plus de clients. C'est la naissance du groupe mythique Black Steel. Avec Jean Mouelier, Toto Guillaume, Isombe Nyawe Antoine et Emile Kangé. Les Black Steel enregistrent à la fin de l'année 1973 un album chez Sono Disc avec des titres comme Françoise ou encore Ndutu. L'album rencontre un immense succès au Cameroun. Le groupe organise alors une immense tournée nationale. Au sommet du succès, les uns et les autres commencent à quitter le groupe afin d'engager des carrières solo. Coty François a par la suite embrassé une riche carrière solo qui lui a valu près de 30 albums. Il chantait en abo et en douala. Ses chansons abordent les sujets de la vie quotidienne, l'amour, la mort, l'insécurité, les accidents, l'injustice, le mariage. Nous lui devons plusieurs réalisations. Il est notamment le créateur du concours de la chanson en 1989 avec Music qui a révélé plusieurs pépites. En 1989 encore, en compagnie de Sally John, il crée une foire musicale pour la prévention routière. Il est aussi le créateur de la toute première édition de la fête de la musique au Cameroun. Il a encadré et contribué à révéler plusieurs artistes camerounais. Depuis 1993, il est le promoteur de l'événement culturel Fromaric organisé chaque année. Au début des années 2000, il s'engage en politique au sein du parti au pouvoir, RDPC. Il est élu maire de la commune de Bonalea. Il a fait paraître avant sa mort « Appelez-moi Desto », une autobiographie dans laquelle il revient sur son parcours.
l'une des plus imposantes et importantes figures. Coty François nous a quitté le 4 août 2021 des suites de maladie, après avoir célébré ses 50 ans de carrière. Sa mort, il l'avait entrevue. N'avait-il pas chanté quelque temps avant? Un jour, je quitterai ce monde et je ne reviendrai plus jamais. Coty François, quel souvenir gardez-vous de lui? J'ai eu la grâce de rencontrer il y a 3-4 ans. Oui. Il m'a invité à son festival Fomaric et il m'a mise à l'honneur. Ça m'a vraiment touchée parce qu'il a eu une démarche de grand frère, mais surtout il voulait me témoigner son amour et puis me dire vraiment merci pour le travail que je fais pour la musique de chez nous. Un peu une sorte de relais en fait, pour me rappeler encore à mes responsabilités en tant que jeune, de dire ben voilà, c'est à vous maintenant de magnifier ce métier. En 2008, avec la participation de Guy Sanguet, le tout premier album de Charlotte voit le jour. Le titre c'est Mispa et c'est un gros succès. Si j'entends ta voix. J'avais 9 ans, j'avais une cousine qui avait son album, je pense que c'était Mispa. Du coup on a écouté. Même si le vent m'éloigne de toi. C'est comme ça que je me suis plus passé de Charlotte Dipanda. À chaque fois qu'elle sortait un truc, on était là. On avait envie d'avoir la nouvelle chanson, on avait envie d'avoir le petit truc, le made, où il y avait les paroles. Alors on est qui est un peu dansant, qui est différent de tout ce qu'elle fait de manière... De tout ce qui est langoureux. J'avais d'ailleurs fait un couplet dessus au Palais des Congrès. Est-ce pour ça que c'est ma préférée? Après, elle a beaucoup d'autres belles choses comme une amie. Voilà dans ce qu'on appelle être une amie. Voilà dans ce que j'appelle être une amie. Mispa, vous voulez faire allusion à quelqu'un? Oui, Mispa, c'est ma grand-mère. Donc ma grand-mère, elle est décédée, je crois, quelques mois avant que mon album ne sorte. Et naturellement, j'ai voulu lui rendre hommage. Parce que c'est quand même l'un des membres de ma famille qui m'a le plus soutenu. Même si elle n'en comprenait pas vraiment les enjeux. Je l'entends encore aujourd'hui dire « mais laissez-la, elle veut juste chanter, laissez-la chanter si c'est ce qu'elle a envie de faire ». Et quand j'ai commencé ma carrière, j'aurais aimé vraiment que ma grand-mère soit là pour voir l'artiste que je suis en train de devenir aujourd'hui. Et en 2012, vous sortez votre deuxième album, Doubelam. Qui est aussi encore là un succès. C'était dans la même lancée, c'est toujours les mêmes ingrédients. J'essaye d'être le plus honnête, le plus sincère, le plus en phase avec ce que je veux partager avec mon public. Et c'est bien pour ça que je laisse toujours un peu de battement, un peu de temps. Je n'ai pas de pression, je ne me dis pas oui, chaque année il faut que je sois au devant de la scène. Je n'ai pas peur qu'on m'oublie, au contraire. J'ai tellement envie de pouvoir vivre le maximum de choses pour pouvoir avoir matière à le partager avec mon public. Donc pour moi, quand Doubelam m'arrive, effectivement, on a la pression parce qu'on se dit le premier a eu un succès d'estime. Est-ce que les gens vont comprendre ma folie? Parce que je me considère vraiment comme une artiste un peu folle. Je fais toujours des projets qui sont complètement atypiques, aucune chanson ne ressemble à l'autre. Bref, je m'exprime tout simplement. Je ne gère pas les styles, les thématiques. Les tendances. Ah non, 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 moi je suis vraiment à contre-courant. Et Dieu merci, ça marche. Il y a quelques fous humains qui comprennent ma folie. Doubelam m'arrive avec toujours cette appréhension-là, mais en étant certain en tout cas d'avoir donné le meilleur. Toujours, c'est-à-dire que pour moi c'est un gage. C'est le minimum que je puisse offrir à mon public, de dire même si les gens n'aiment pas, au moins ils reconnaîtront le travail et la démarche derrière. Alors je vous propose ceci.
Doubelam, qui était le deuxième album de Charlotte, Maître Nja insistait vraiment pour avoir un CD dédicacé de Charlotte. Et je me rappelle, Charlotte, non seulement, qui n'avait pas encore rencontré Maître Nja, m'avait gracieusement offert ce CD dédicacé. Et ce soir-là, comme par enchantement, Maître Nja s'est retrouvé à la présentation du dit album. Et je ne sais par quelle magie Charlotte a eu, à un moment donné, un coup de... Voilà, elle voulait se lâcher un peu et elle a décidé d'enlever ses talons aiguilles qui l'empêchaient de danser. Et comme par enchantement, je dis, elle a balancé ses talons à Maître Nja. Et vous ne pouvez pas imaginer, pour moi, j'ai vu dans la lueur, au niveau du regard de mon aîné, le côté, j'avais l'impression de retrouver un enfant. J'avais envie de faire un pont entre le makossa et le zouk, parce que le zouk, c'est une musique qui nous a tous bercés. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Jacob? Guy Sanga, qui est mon réalisateur et arrangeur, il a travaillé avec Jacob, donc c'était plus facile d'avoir accès à Jacob. Construire une magnifique œuvre, parce qu'on a la participation des aînés, même des plus jeunes des fois. Vous allez chanter en douala, en français et en bakaka. C'est une langue d'où? Des bonnets. Comment on dit bonjour en bakaka? Erkane. 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 J'ai bien prononcé. Tout à fait. On mange quoi de bon là-bas? Oh, le coquille avec le manioc. J'adore le coquille en tout cas. Alors 3 ans plus tard, on est en 2015, en février 2015 notamment, vous sortez votre 3e album, Massa, composé cette fois-là de 10 titres et encore un succès. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Ndolo Bukate. En termes de profondeur, en termes de texte. Moyen. C'est ma chanson préférée de Charlotte Dipanda. C'est la chanson là. Elle ne l'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non. Maman n'a pas vu, maman n'a pas vu. Elle me fait penser à ma propre histoire où j'ai eu des enfants. Ma maman n'était plus là, j'aurais tellement aimé qu'elle l'ait connue. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Avec cet album, vous allez en 2015 faire une série de concerts. On a le 10 avril au Casserole de Douala. On a le 11 avril au Palais des Sports de Yaoundé. On a le 10 septembre à l'Olympia de Paris. Le fait de me retrouver à l'Olympia en 2016, c'est juste l'aboutissement. C'est pas vraiment quelque chose qui m'est tombé dessus en 2016. J'étais déjà allée voir une chanteuse gabonaise, Annie-Fleur Bacheledis, quelques années plus tôt. Et comme je disais, ma démarche vraiment en tant que chanteuse camerounaise, c'est important de le dire, c'est vraiment de rêver avec les yeux de toutes les autres chanteuses, de tous les autres chanteurs de chez nous, de se dire, on est né ici, mais l'objectif, c'est qu'on puisse danser le makossa dans n'importe quel pays du monde. Cela va vous donner accès à la chaise qui buzz en 2016. Vous êtes jury à The Voice Afrique francophone. Charlotte Dipanda. Ce que The Voice m'a apporté, c'est vraiment une véritable rencontre humaine. Parce qu'on parle toujours de la musique comme étant le métier, la chanson, mais c'est un métier qui est quand même hyper social. Et en tant que coach, je me suis retrouvée à jouer les psys pour permettre à un talent de vraiment donner ce qu'il a de mieux à offrir en tant que chanteur. Et ça paraît banal comme ça, mais c'est vrai. Des fois, les talents arrivent. Pour certains, c'est la première fois qu'ils prennent l'avion. Pour d'autres, c'est la première fois qu'ils sortent du cocon familial. Donc, il faut gérer tout ça. Ils se retrouvent dans un hôtel. Ils sont une cinquantaine, une centaine. Ils n'ont pas l'habitude de vivre avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Donc, on gérait souvent des problèmes en off qui n'ont rien à voir avec la chanson, mais qui étaient tout aussi importants pour permettre que le talent, quand il arrive sur le plateau, qu'il soit vraiment
dépouiller de tout le stress environnant, parce que c'est quand même une télé-réalité, mine de rien. Il y a des enjeux, les gamins, ils arrivent, ils partent de l'hôtel très tôt le matin, ils passent la journée au studio. Nous, on les rencontre en fin de journée, pourtant ils ont déjà passé 7-8 heures sur place. Et il faut trouver le mot juste, il faut trouver la parole juste, parce que le talent, il arrive, il est stressé, il y a les lumières, il y a les caméras, il commence à oublier son texte. C'est un jeu, il y a un enjeu. Donc pour moi, c'était vraiment, j'apprenais en même temps que les talents. Je me disais, mais waouh, j'ai vraiment eu la chance de pouvoir découvrir toute la pression. J'aurais aimé faire un télécrochet comme The Voice. J'en ai pas eu l'opportunité, mais j'ai fait quand même musique, ce qu'on avait au pays. Et ce n'est pas plus mal. Alors, si vous aviez été candidate, qui serait votre coach préféré? Lokwa. Pourquoi? Mais parce que c'est un artiste que j'ai rencontré. J'ai d'abord rencontré sa musique. C'est vraiment l'un des premiers artistes africains que j'ai écouté. Pas camerounais, mais africain. Voilà, africain. Donc étranger, j'ai envie de dire. Et pour moi, Lokwa, c'était la claque. Parce que quand je commençais ce métier, j'étais vraiment une technicienne. Je voulais vraiment apprendre les techniques de chant, comment on travaille la voix, comment on travaille ses aigus, ses graves. C'est vraiment un artiste complet. Et quand j'écoutais ses chansons à l'époque, même à l'époque de Jeannot, puisque c'est Jeannot qui me fait découvrir la musique de Lokwa. Donc pour moi, j'entends comment il respire, comment il tient, la longueur des notes, non mais la technique, son vibrato, c'est vraiment toute une école vocale. Combien touche un coach à The Voice? Combien est-il payé? Vous voulez vraiment que j'ai des problèmes avec les impôts et que... Mais ça se dit pas, les cachets. Si je vous demande combien vous êtes payé pour faire ce que vous faites, vous n'allez pas me dire. Je n'ai pas suivi la question. Il y a plein de réseaux. Donc vous comprenez, ça se dit juste pas combien on gagne. J'aurais aimé le faire, mais c'est pas à moi de le faire. Tu les aimes, hein? C'est une déchirure, mais d'autant plus qu'ils ont été magnifiques ce soir. Alors là, c'est juste entre vous et moi, personne ne sera au courant. Ah ouais? C'est quoi le délire avec Singila? C'est vraiment un délire, justement. Il y a une relation et vous cachez un délire. Oh non, on ne spécule pas sur un délire. Un délire, c'est vraiment un délire. C'est que je ne sais pas ce qui s'est passé, à quel moment les gens ont eu envie que je sois en couple avec Singila. Mais je ne sais pas ce qui a alimenté ce délire. Je ne sais vraiment pas. C'est peut-être l'entente qu'il y a entre nous. Il y a effectivement un feeling. Et comme je dis, on peut rencontrer plusieurs artistes, ça marche mieux avec certains qu'avec d'autres. Donc, je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé avec Singila, c'est que on s'est reconnus, on s'est trouvés, et puis c'était flagrant pour les autres. Et on a voulu que ce soit autre chose qu'une belle entente. Avant The Voice, vous connaissiez Pas du tout. Justement, je ne le connaissais pas avant The Voice. C'est incroyable, c'est vraiment un artiste que j'ai rencontré très tardivement. Mais le feeling est plus passé avec lui. Te plumerai comme une alouette pour distinguer les cours de ton. Il débarque sur votre scène lors de votre concert. On va garder juste cette image-là. Je suis là. Vous allez reprendre sa chanson, il va reprendre votre chanson. Et après un soir, il nous donne rendez-vous. Et tout le monde est sur Instagram. On l'écoute, il n'y a pas de souci. Et puis, bam, Charlotte apparaît dans le direct. Les chiffres ont explosé, les captures d'écran. C'était quelque chose de mal. Les gens aiment le Congo, ça quand même. Il faut dire que c'est toujours plus intéressant de s'imaginer une idylle entre deux artistes qui ont notre profil. Que moi, je sais pas, la pauvre compagne de Singila, j'ai pu dire. Est-ce que pour la prochaine saison de The Voice Afrique francophone, vous serez encore jury? Non, je pense pas. Je pense que j'ai donné et que, comme je disais tout à l'heure, c'est une belle expérience humaine, mais il faut laisser aussi la possibilité à d'autres artistes. Enfin, Charlotte! I will love you forever.
Alors, nous, on va buzzer, mais si seulement vous répondez. Alors, Charlotte Dipenda, quelles sont vos qualités ou vos défauts? Je suis très têtue. Mais moi, je trouve que c'est une qualité parce que en général... J'entends déjà les gens me dire ouais, c'est ça. Non, je trouve que c'est une qualité de défendre quelque chose. Je défends toujours quelque chose, à tort ou à raison. Mais souvent, mes proches, avouez-le, j'ai un peu souvent raison aussi. Quand on leur a posé la question, quelles sont les qualités ou les défauts de Charlotte, ils ont répondu ceci. Strict comme personne. Parce qu'il y a des personnes qui prennent la musique comme un passe-temps et d'autres qui prennent la musique comme un métier. Et elle fait partie des personnes qui prennent la musique comme le métier. Donc elle va te dire, il faut beaucoup dormir, il faut beaucoup travailler. Elle est capable de faire la fête plus que tout le monde en buvant de l'eau. Elle accorde beaucoup d'importance aux détails quand elle travaille, elle veut que tout soit juste. Ses défauts, je pense qu'on ne discute pas assez. Voilà, c'est un gros défaut ça. On devrait s'appeler plus souvent. Merci Loco. Il y a une espèce de sincérité qui se dégage d'elle. Met son cœur dans tout ce qu'elle fait. Chez nous, on dit qu'il ne faut pas mettre les organes. C'est une personne assez vraie. Ferdinand Nana Paya, on disait toujours qu'après le spectacle, elle rentrait toujours dormir, beaucoup de sommeil, beaucoup de sommeil. Une de ses qualités, c'est l'altruisme. Parce que je me souviens que, juste pour étayer cela, à une période trouble de l'histoire de ma case, nous étions au fond du trou. Et Charlotte fait partie des personnes qui se sont investies émotionnellement, humainement, matériellement. Je suis heureuse qu'ils me voient tel que je suis vraiment, parce qu'on est quand même dans un métier où on roule beaucoup de mécanique, où on a besoin de jouer des rôles. Et moi, ce que je défends justement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de dénivellation entre la personne que je suis dans la vie de tous les jours et l'artiste. En 2018, Charlotte, vous sortez un autre album, Un jour dans ma vie. Tu apprends que rien ne sera plus pareil. Et les participations exceptionnelles de Yemi Alade et Saleh John. En 2021, sort l'album CD et on retrouve un délicieux featuring avec Singila. Délicieux. Mais toi tu ouvres une nouvelle page. Délicieux featuring avec Singila dans le titre Cœur en cage. Ça veut dire qu'en 2011, votre cœur était en cage? Mais le cœur, il est toujours en cage. Toujours? La cage thoracique. C'est une belle cage. C'est la meilleure d'ailleurs pour nos cœurs. Elle est en sécurité, elle y est en sécurité. Pour toi, je veux ouvrir la page. Avec cet album, vous allez célébrer vos 10 ans de carrière à Douala, Yaoundé, le 15 septembre 2018 au Grand Reims à Paris. Jusqu'ici, quel est votre plus beau concert et quel est votre pire concert? Bon, le plus beau, c'est la première fois que je monte sur scène, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça représente pour une jeune chanteuse de se dire je vais monter sur une scène. C'était à l'ouest du Cameroun, en Bouddha, lors de la fête de la musique du lycée. Je vais interpréter du Ban Deka, du Grâce Deka. J'étais en duo avec un camarade de classe à l'époque. Et pour moi, oui, c'est émouvant parce qu'en plus, je m'en souviens, j'avais eu honte ce jour-là. Mon oncle était venu me pêcher sur Oh mon Dieu, j'y crois pas. On est venu me pêcher sur cette madame. Allez, on rentre à la maison devant tous mes copains, toutes mes copines. Ah ouais, j'avais honte. Mais au moins, j'avais fait, c'était mon rêve vraiment de me retrouver sur scène. Vous avez eu le temps quand même de faire quelques notes avant? Je ne sais même plus ce qui s'était passé, mais je sais seulement que quelqu'un m'a tenu parce que mon oncle était inspecteur de police. J'ai juste senti quelqu'un qui m'a tenu par le col. Je me dis, eh Dieu Seigneur, tout le monde en a parlé après, mais bon, voilà, mais j'avais quand même, parce que normalement, j'avais pas le droit de me retrouver là. À la fin des cours, je devais rentrer à la maison. La polémique lors de votre séjour au Burkina Faso et puis votre déclaration sur la chaîne VOA, est-ce que vous regrettez aujourd'hui? Après, il faut vraiment faire attention aussi avec tout ce qui se passe sur Internet. Les choses ont l'air tellement grosses parce qu'on les lit sur le net, pourtant c'est des non-événements. Il n'y a pas d'impact. Je veux dire, quand vous dites la polémique, en fait, 2-3 personnes ont écrit ce qu'ils pensent sur un sujet, ce qu'ils ont fait du sujet, quoi, en fait. Pour moi, c'était vraiment un non-événement. Je veux dire,
dire qu'on ne connaît pas les artistes d'autres pays, on ne doit pas pouvoir en rougir. Et même si on en connaît, des fois, vous savez, vous êtes en interview, on vous pose une question, vous répondez spontanément. Pour moi, est-ce qu'il y avait vraiment matière à mettre autant d'énergie sur quelque chose d'aussi banal? La preuve, je suis retournée au Burkina, je fais des événements là-bas, ça se passe bien. C'est pour ça que je dis vraiment, il faut faire attention à ce qu'on lit sur Internet. Des fois, c'est pas si important que ça non plus, en fait. Parce que beaucoup de gens pensent que leur avis compte sur tous les sujets. Dans votre répertoire à vous, Aléaba, c'est toujours votre préféré ou ça a changé? Oh, ça évolue. C'est ce que je dis selon les projets, selon l'énergie, selon le feeling. En ce moment, je suis sur L'appel. C'est l'une des chansons de mon dernier album. Pour ce téléspectateur, voici sa chanson préférée de vous. J'ai douté à tort. 5 chansons que vous préférez bien. Vous me donnez le titre et vous mimez. Charlène de Sissoul. Mais il me chante à l'appel, moi chante tout. Chérie, ouais, mais yeah, elle me rend fou. Savoir romance de Loco. If you know, you're better you for not. You're better you for not. Don't let it go. But if you know, you're not enough to make it. For you, I do anything. Baby, please don't let me go. Cause I really want to chance, yeah. Faut make it for savoir merci, yeah. C'est ta plus belle chanson, Loco. De tous les temps, de tous les temps. Il n'y a rien à faire. You know that I could make it. For you, I do anything. Baby, please don't let me go. Nakati midongo nakatawiya. Ni wabeba na buma bimbe. Gida boso nenino. Gida boso nenino. La dernière, ce serait, il nous faut quand même une dame, Anita Baker. Ah! You bring me joy, don't know. Voilà. Alors on va tout de suite aller au Yamoto. Ma chanson préférée, mon Yamo, c'est ça. Chérie Coco de Jackie King, c'est la mort du son. J'ai Yamo, la chanson, c'est mal mauvais. Je dors avec. Dans mon atelier, je suis avec Chérie Coco. Un sorcier de l'étage, si jamais tu m'es fou, ne sois pas indifférent à Coco, Chérie Coco, à Coco, à Coco, Chérie Coco. Jackie King divorce, tu es fort papa. Je suis fan de toi, hein. D'ailleurs, je know que tu es né ici à Yaoundé. C'était le 27 septembre 1987. C'est pas l'âge du football, c'est le propre âge. Master Divorce, bravo pour tes débuts dans les cabarets, où tu interprétais les classiques du Makossa. D'ailleurs, Kaïssa Paquito, je te dois une bière, hein, parce que c'est grâce à toi que Master Jackie King intègre un grand cabaret, puis l'orchestre des brasseries. Et avec les deux là, Master Jackie King ouvre son salon de coiffure. Oui, il coiffe lui-même, hein. Puis la vie c'est la bastonnade. 2001, la vie de Master Jackie King change grâce au grand Dédié Yango qui va produire son premier album. Bon, Jackie King, pour dire vrai, hein, tu m'avais vexé, tu m'avais mal vexé. Master, toi tu dois en bain, tu nous lèves. Heureusement que Dieu ne dort. 2 ans après, tu nous sors ton deuxième album. Et en 2011, tu sors un single. 6 ans après, ding ding, c'est là où le show bandit va mourir. Tu nous commandes alors l'album Open, d'où ce qu'on trouve mon Yamo Chérie Coco. H, la mort du son. Chérie Coco, entends-tu comment je t'appelle, la douleur de l'amour. Chérie Coco de Jackie King, il t'aime plus que le tarot. Danse pour elle le calmer. Merci pour ce moment agréable. Alors Charlotte Dipanda, c'est quoi votre chanson préférée de Bendeka?
C'est la chanson qu'il avait chantée pour ses enfants. Cette chanson, elle est juste extraordinaire. Je l'écoutais quand j'étais adolescente et elle me faisait pleurer. Pourtant, je n'en comprenais pas vraiment la teneur. Alors, on va jouer. Je vous donnerai le titre de la chanson et l'année et vous allez nous rappeler qui était l'artiste avec qui vous étiez en featuring. On fait ça? Gando, 2001. C'est Janoas, naturellement. En 2001, Jemo Lingisewa. En 2004, j'en ai marre. Copo, En Police. 2012, Modimbeya, c'est avec Richard Bonnard. Alors toujours en 2012, on a Wendenja. Jacob Desvarieux. 2013, Dimengelewa. Manuel Wanji. En 2014, je me souviens de son visage. Eric Virgal. En 2018, Sista. Yemi Alade. 2019, à jamais. Mr. Shy. Pour recevoir un cadeau à la fin. C'était facile. Alors, sur quelle base choisissez-vous vos featuring? C'est vraiment au feeling, c'est la chanson qui donne envie ou pas. L'humilité précède la gloire. Merci Fiston Ténor pour cette invitation, je l'accepte volontiers. Comment trouvez-vous le niveau actuel de la musique camerounaise? Plus la culture va aller vers l'extérieur, moins on aura des artistes authentiques, originaux, comme ce que nos aînés ont fait d'antan. Donc c'est vraiment le message que moi je partage avec cette jeune génération en leur disant c'est très bien tous ces courants-là, mais vous verrez que les artistes qui ont duré dans le temps avec quelque chose de particulier, d'original, ils étaient authentiques. Et cette authenticité, ce n'est que notre culture qui nous rend cette authenticité-là. Est-ce que vous encouragerez votre fils à faire de la musique? Oh, j'ai pas besoin de l'encourager, celui-là, il y est déjà. J'ai découvert à mes dépens qu'il faisait du piano, qu'il rappait, qu'il faisait même des chansons déjà. Ça, Dieu m'en est témoin, j'ai rien fait pour l'encourager. Mais en même temps, je suis mal placée pour lui dire « Baby, le fais pas » parce que c'est ce que j'ai reproché à mes proches, ce manque d'encadrement. Je pense qu'il va explorer ce qu'il a envie d'explorer. C'est un garçon intelligent, curieux. Bah, il fait ses expériences. J'espère que dans quelques années, il me dira « Bon, ouais, ça m'a passé la musique. » Ou alors vraiment, j'ai envie d'aller dans un conservatoire. Je vais l'accompagner si c'est vraiment ce qu'il a envie de faire. Charlotte Dipanda, quels sont vos projets sur le moyen et le long terme? À court terme, je préfère. C'est vraiment de trouver d'autres moyens d'expression que uniquement la chanson. C'est pour ça que j'ai créé ma fondation en 2018. Alors, je vous disais tout à l'heure, j'ai un petit cadeau pour vous. En fait, 2 cadeaux pour vous. Voici le premier. Tu sais à quel point j'ai de l'admiration pour toi, je suis fan de ce que tu fais, que le Seigneur continue de te combler, te protéger et toujours t'élever beaucoup, beaucoup plus haut. Le meilleur reste à venir. Donc, coucou Tata Charlotte. Bon, tu connais déjà le personnage. Mais Daipende, à part que tu me mets un peu les olos ces temps-ci, bon, c'est pas grave. Je te souhaite que le meilleur. Charlotte, je suis très content de parler de toi aujourd'hui parce que tu sais très bien depuis le début depuis notre rencontre, tout le chemin que nous avons parcouru. Charlotte, je pense qu'elle ne peut chanter comme elle chante que parce qu'elle est animée d'une sensibilité incroyable. J'ai douté à tort, je sortais d'un calvaire. Tu t'es dit, elle est non pas. T'auras fait de moi une femme. Nous n'y la mouli, maman, mon cosino. Ton abandonné, y'en a.
gentil. Alors le deuxième cadeau, c'est avec le concours d'Akira Junior, qui est un illustrateur camerounais. D'accord. À l'intérieur. Ah, c'est magnifique ça. Mais il faut d'abord que je le voie. C'est la première fois que je vois un tableau de moi qui me ressemble. C'est vraiment... mais sérieux, je suis en pleine réflexion à la maison et ce tableau trouvera une magnifique place dans mon salon. C'est vraiment magnifique. Akira, écoute, sincèrement, merci du fond du cœur. Ça me touche vraiment. Il est beau, je te jure. Malheureusement, c'est fini. Nous allons nous lever pour mettre la clé sous le paillasson. Oh. Il t'a donné des super pouvoirs. Ouais, avec de beaux seins. Et de belles fesses. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.